vous dire une chose avant de commencer. Je vous donne congé de prendre des notes parce que ce que je vais dire est beaucoup mieux dit, c'est-à-dire écrit, à la fois dans le chemin de l'école et dans le chapitre dont on parlait dans le dernier livre. Et on est des bons élèves, tous les deux. Elle m'a envoyé des questions tellement élaborées que ce serait criminel que vous ne les voyiez pas in extenso. Et en bon élève, j'ai répondu sur 6 pages. Et paraît-il que l'IREL va mettre tout ça à votre disposition. Fait que là, on va se répéter 3 fois. Je vais répéter ce que j'ai écrit et je vais répéter ce que j'ai écrit et la troisième répétition, vous irez le lire sur l'IREL. Et c'est la place. J'ai écrit une phrase dans ma vie qui va sans doute me survivre, et je la dis tout de suite. C'est la phrase passe-partout pour tous les professeurs qui sont obligés de se répéter. Ce que l'on répète, personne ne l'a dit. OK? Voilà. Et vous aurez congé de PowerPoint, parce que j'appartiens aussi à cette génération qui ne peut pas écouter et regarder en même temps. Comme je n'ai jamais pu donner un cours et me mettre debout. Il faut que je sois assis pour parler. Voilà. Donc, vous êtes en congé. On y va. Porter sur la valeur formatrice de la création littéraire. Alors aujourd'hui, on est réunis pour parler des études de création littéraire dans le contexte de formation générale, donc qui est destinée à des non-spécialistes, à des non-écrivains. Je parle plus proche. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la valeur de cet exercice-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la création littéraire qu'on a fait pas dans la rédaction d'un cours de dissertation ou d'un autre travail analytique? Ben, j'étais très content de cette question-là parce que c'est depuis au moins 40 ans qu'on doit justifier l'existence des ateliers de création littéraire à l'université. Et même ça commence un peu dans les cégeps, dans le quatrième cours, on peut le faire, paraît-il. Parce que et quand ça a commencé, les ateliers de création littéraire, moi, j'ai écrit, je l'ai dit, je pense, et ça s'est avéré, que ce sont les ateliers de création littéraire qui vont sauver les études littéraires. Pourquoi? Parce que les études littéraires, à mon époque, il y a 40 ans, j'ai survécu, je ne sais comment, ont été envahies par les sciences dites exactes. Parce qu'il y avait comme un complexe d'infériorité des écrivains qui n'étaient pas des vrais scientifiques. Leur pensée n'avait pas de valeur. Et très, très tôt, donc, tous les savoirs spécialisés sont débarqués dans la littérature. Ceux qui étaient très brillants ont pu suivre. Moi, j'ai été sauvé par mon ignorance. Je ne comprenais rien à la linguistique, la sémiotique, le structuralisme et tout. Alors, moi, j'étais condamné à lire des œuvres, à me débrouiller avec les moyens du bord. Un peu avec la philosophie, je dois dire, qui est un savoir spécialisé, mais qui est proche de la littérature. Donc, dans la formation, moi, je pense qu'il faut se battre. C'est pour ça que j'ai écrit Le chemin de l'école, pour défendre la formation générale. La philosophie, la littérature, les autres cours aussi, de langue et tout. Pourquoi? Parce que c'est le dernier rempart avant de devenir des chiens savants, comme on dit Einstein. Le savoir spécialisé, c'est le savoir qui est hérité de ce cadeau empoisonné qu'on appelle le péché originel, la raison qui nous a été donnée. Or, la raison, c'est extraordinaire. Ça divise, ça permet d'objectiver l'autre, puis de creuser, ça permet, au fond, de descendre au fond de l'arbre, mais on ne voit pas la forêt. Donc, la formation générale, avant l'université, c'est quelque chose qui nous protège de cela. Et à l'intérieur de cela, à l'intérieur de l'enseignement de la littérature, comme je le disais, la création littéraire a le mérite de nous redire qu'est-ce que c'est que l'expérience littéraire. Et si on sait ce qu'est l'expérience littéraire, on a peut-être des chances d'intéresser des gens qui ne deviendront pas des spécialistes de la littérature. Il ne faut jamais oublier cela. Et même moi, quand j'étais à l'université, j'étais gâté, j'avais des gens qui avaient choisi la littérature, mais je me disais, ils ne sont pas venus ici pour faire la chasse aux métaphores ou aux figures de rhétorique. Ils sont venus ici parce qu'ils ont reçu un choc littéraire un jour dans leur vie et ils veulent poursuivre cela. Donc, c'est capital, à mon avis, la formation générale pour se défendre contre la surspécialisation, pour passer, comme je dis, de la raison à la pensée. La raison est importante, elle qui divise, mais la pensée est plus importante parce qu'elle relie. Et c'est ça le but de la littérature. Donc, comme je cite souvent Maurice Blanchot, qui est une. Je sais qu'il n'est pas facile à lire, vous n'êtes pas obligé de le lire, mais on peut en retenir 2 ou 3 choses. Il donnait cette définition de la littérature un jour, il disait c'est un savoir investi d'une immense ignorance. Alors, il faut préserver cette ignorance si on veut avoir accès au savoir propre à la littérature. Donc, qu'est-ce que la pensée fait dans la création littéraire, dans l'expérience de la création littéraire? Elle n'est pas concentrée sur, elle peut bien, oui, décrire un arbre, mais foncièrement, elle est happée par l'immensité du réel, happée par l'immensité de la forêt. Donc, il faut défendre cela.
Tu me disais, puis j'ai beaucoup d'amis qui enseignent au cégep, évidemment, et on peut, par la bande ou dans le quatrième cours, faire une place à la création littéraire parce que on donne des cours de littérature pendant 3 ans et on en parle tout de suite dans ta deuxième question. Fait que pose-la, parce que là, je vais là-dedans. Il ne faut pas donner la parole à un professeur qui est à la retraite, il se reprend non-stop. OK, vas-y. C'est une question. Santé, donc, on devait envisager la création littéraire dans ce cadre-là, plus comme une espèce de nécessité intrinsèque. La parole soulève la création pour elle-même et en elle-même, plus comme une méthode d'approche, une méthode de lecture. Que d'un côté, on va aller explorer l'imaginaire de l'étudiant, sa sensibilité, au risque d'aller dans des avenues où on est peut-être pas tous à l'aise en parler des étudiants, mais on peut aussi l'envisager comme une méthode pour permettre justement de plonger au cœur du verbe et d'être au plus près de l'écriture. Donc, je voulais avoir un petit peu oui. Ben là, c'est sûr. En tout cas, je ne vois pas comment on peut donner des ateliers de création littéraire et de la même façon qu'on pourrait faire des études littéraires sans lire des œuvres littéraires. Le deuxième point fait référence à une période où la théorie littéraire est devenue plus importante que les œuvres qu'elle s'était censée éclairer. Euh, on ne peut pas dissocier lire et écrire. C'est des vases communicants. C'est très, très rare qu'on rencontre dans la vie quelqu'un qui avoue avoir commencé à écrire sans avoir lu. C'est impossible. La plupart du temps, quelqu'un commence à écrire un jour parce qu'il vient de lire un livre qu'il a jeté par terre puis qu'il se dit, mon doux, je veux faire pareil. C'est pas mystérieux. Ou bien, donc, le désir d'écrire naît toujours d'un choc qu'une œuvre nous a donné, ou bien d'un choc existentiel. Ça se peut très, très bien si tu vis quelque chose d'extraordinaire, d'intolérable, pour survivre, supporter le trop, comme disait Nietzsche, le trop beau, le trop laid, le trop loin, le trop proche, que tu te mettes à écrire pour faire cela. Donc, on ne peut pas dissocier. Dans les ateliers de création littéraire, j'imagine que c'est ce que tout le monde fait. En tout cas, c'est ce que moi, je faisais. La grande partie de l'atelier, c'est de lire. Là, j'emploie un mot qui va faire sursauter, de lire des grandes œuvres. Parce qu'on écrit en apprenant, en copiant les grandes œuvres. Il faut juste copier des grandes œuvres. On ne copie pas des œuvres qui sont à notre niveau, ce n'est pas la peine. Moi, j'enseigne et je donne comme modèle des œuvres qui me dépassent. Je ne donne pas mes livres en modèle, c'est impossible. Tu donnes Virginia Woolf, tu donnes Gabriel Roy, tu donnes Herman Brock et tout. C'est inévitable qu'on apprend à écrire d'abord en lisant. Mais j'insiste sur le premier point. Pourquoi la lecture est capitale dans un atelier de création littéraire? C'est parce que toutes les œuvres littéraires importantes nous révèlent ou nous éveillent en nous des expériences semblables qu'on a déjà connues ou qu'on était sur le point de connaître, mais qu'on a plus ou moins repoussé parce que, comme je disais tout à l'heure, habituellement, une œuvre littéraire importante essaie de s'expliquer avec quelque chose qui est un peu insupportable, qui est trop, comme dit Nietzsche, trop, c'est trop. Donc, on se débat avec ça. Donc, ça donne le goût d'entrer dans une expérience qu'on a déjà vécue dont on a le désir, etc. Donc, ça, pour ça, c'est important. Et aussi, la lecture des grandes œuvres littéraires. Et aussi, j'inclus dans les œuvres littéraires les essais sur la littérature écrits par des écrivains. J'ai pas de technicien, pas de théoricien. Quand un écrivain s'assoit librement, comme fait Virginia Woolf, puis qui dit fais un livre sur l'art du roman, tu lis. Et puis là, tu as juste à répéter à tes étudiants ce qu'elle a dit. La même chose avec Bradbury et tout. Il faut un éventail, mais quand tu as fait le tour de cet éventail, sauf la littérature expérimentale, tu te rends compte de ce que je appelle la grammaire de la fiction, qui est pratiquée par tous les grands écrivains. C'est presque toujours la même. On en parlera tout à l'heure, c'est la question 3. Ouais. Ben, on est rendu. Foncièrement, aussi, la lecture des œuvres littéraires, ça a quelque chose de bénéfique. Pourquoi? Parce que ça détruit deux mythes. Pour être un écrivain, il faut avoir eu une vie extraordinaire. Tes parents se sont divorcés, tu as vécu à la guerre, tu as été jeté en prison. Bon, c'est le premier mythe. Le deuxième mythe, c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Puis troisième chose, un écrivain, c'est quelqu'un qui a un style, qui a vraiment quelque chose, qui est original. Tu lis les grands écrivains, et là, tous ces trois mythes tombent l'un après l'autre. Tu as quelqu'un, comme je viens de passer 3 semaines dans Bobin,
Il n'est jamais sorti de Creusot, petite ville industrielle, même pas belle. Il fait 50 livres, où il essaie de retrouver, comme dit Baudelaire, qui est le génie, c'est-à-dire l'enfance retrouvée à volonté. Donc, ça tombe. Deuxièmement, la question de l'imaginaire. Virginia Woolf dit, si vous écrivez qu'un jour, dans une soirée, vous avez remarqué qu'un garçon était malheureux parce qu'aucune fille ne l'invitait à danser et que vous faites bien votre travail, on vous lira dans 100 ans. Alors, bravo pour l'imaginaire. Troisième chose, pour avoir du style. Dans le journal de Kafka, un jour, Kafka dit, et je cite, « Aujourd'hui, je crois avoir atteint la perfection littéraire en écrivant cette phrase, deux points, ouvrez les guillemets, et le regardait par la fenêtre. » Allô, le style? Est-ce qu'il y a du style dans Kafka? Il n'y a même pas une métaphore dans Kafka. Okay. Donc, quand on est en contact avec les grandes œuvres, on sait que ce n'est pas l'expérience extraordinaire, ce n'est pas avoir un don spécial, ce n'est pas avoir d'imagination qui fait de vous un écrivain, c'est la capacité, comme dit Virginia Woolf, de recevoir un choc. Hein? Ponge dit « Tout être humain est une vibration de la nature ». Chaque être humain a une façon de vibrer à tout ce qui l'entoure. La littérature, c'est l'expression de cette vibration qui est propre à chacun. Je vous raconte juste un petit exemple. Je voulais écrire depuis que j'ai cessé de vouloir être un athlète parce que je n'avais pas le corps pour. Mais j'étais bloqué. J'étais bloqué parce que dans La Gare des Michards, qui était mon œuvre de référence à l'époque, ils ont tous eu des destins extraordinaires, les écrivains. Ils ont tous l'imagination et tout. Puis j'avais rien de ça. Mais je voulais écrire. Et je voulais écrire, je voulais écrire. Puis un jour, j'avais un ami qui était mon maître, qui était un poète, qui s'appelait Guy Lafont. Il m'a dit, bon, écoute, je suis tanné de t'entendre dire, tu veux écrire, tu n'as rien écrit, assieds-toi, puis écris-le. Et il m'a fait lire Les cahiers de Malte, Lauritz Bridge, de Rainer Maria Rilke. Et c'était à peu près mon cas. Le garçon, il est à Paris, il a 24 ans, il veut écrire, mais il est nobody, il n'y a rien, et il n'y a rien qui ne l'autorise à écrire. Et tout à coup, à la page 10, il y a cette phrase qui est maintenant sur mon frigo intérieur. Okay? Et dit, et voici que ce néant se met à penser. Je me suis mis à écrire. C'était moi. J'avais rien à dire. J'avais pas d'expérience. J'avais rien. J'étais un néant, mais j'avais le désir d'écrire. Ça a fait un livre de 300 pages, n'est-ce pas? OK? Donc, c'est à ça que ça sert la lecture. Dans un atelier de création littéraire, il y a deux choses importantes. On est le lecteur des élèves, mais avant, on leur fait lire des grandes œuvres. La plupart des écrivains ont vraiment trouvé leur voix en reconnaissant cette voix dans une œuvre qu'ils ont lue. C'est clair. On arrive à la troisième question. On arrive à la troisième question. Je vais l'abréger un petit peu, mais la troisième question, c'est sur l'approche. Alors, je me souviens, il y a quelques années, je t'avais invité, Yvon, dans le cadre d'un séminaire que je donne à l'Université de Montréal. Ça s'appelle Former des lecteurs, puis on parle justement des étudiants qui se destinent à l'enseignement. Et puis, en quelques minutes, tu avais réussi à nous faire une espèce de condensé d'une leçon de lecture qui reprend justement toutes tes leçons de grand lecteur, puis les motifs qui habitent ton œuvre. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous faire la même chose aujourd'hui Oui, pour la parce création? que là c'est facile à répéter. Je l'ai répété pendant 35 ans. Et avant de le répéter, je le faisais sans le savoir. C'est tout le temps ça. En fait, j'ai fait ma maîtrise, j'ai fait mon doctorat en ne connaissant rien. Je connaissais rien. Écoutez, mettez-vous dans ma... J'ai fait ma thèse de doctorat en 68, de 68 à 71, à l'époque de la French Theory. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'était la tension entre le réel et l'imaginaire dans la littérature. Et je t'ai dit que heureusement qu'on m'a laissé faire ce que je voulais faire, puis ma thèse a été publiée, puis on m'a engagé même si j'avais aucun savoir spécialisé. Donc, la méthode que j'ai pratiquée, parce que j'ai fait mon doctorat avec ça, tout ce que c'était, je sentais que j'avais fait ma thèse en plus, sur quelqu'un que personne ne lisait plus, parce que pour son malheur, il était catholique, c'est Georges Bernanos. Alors là, quand on veut écrire aussi dans l'atelier, je me permettais toujours de nettoyer la table. Nettoyer la table des tartes à la crème, n'est-ce pas? À une époque, on dit, ah, écrire, c'est le romanesque, il faut inventer des mots. À une autre époque, écrire, il faut parler de soi et tout. T'enlèves tout ça. On en parlera tantôt, c'est la question 4. Mais donc, foncièrement, il faut une chose, il faut percevoir que dans une œuvre, dans un poème, dans une nouvelle, dans une page écrite, si c'est vraiment littéraire, si ça appartient à l'expérience littéraire,
il y a une tension entre des contraires, des vérités contraires, des sensations contraires, des sentiments contraires, ou même à un niveau très, très spatial, la tension entre le proche et le loin, le haut et le bas. Je vous raconte une petite anecdote. Une fois, j'étais chez mon ami Jean Bédard au BIC, puis il donnait des ateliers de philo pendant l'été. Bien, je dis, écoute, la philo, j'aime ça, mais surtout, je ne peux pas en faire. Mais je vais donner un mini-atelier pour les gens qui viennent. Ils sont venus une dizaine. Là-dedans, il y avait 8 écrivains. Et j'avais amené mon petit-fils qui avait 10 ans, puis il s'ennuie à mourir, mais il y avait un appareil photo. Je dis, non, toi aussi, tu vas suivre les cours de ton grand-père. Fait que là, il dit, ouais, puis il n'aimait pas la littérature. En tout cas, bref. Fait que j'ai dit, toi, tu vas prendre des photos, puis tu vas chercher dans ta photo, il va falloir qu'il y ait une tension, OK? Des contraires. Puis à chaque jour, tu vas m'amener une photo. Alors, on dit au bord du fleuve. La première photo était extraordinaire, était facile. Un gros rocher sur la grève, puis un oiseau dessus. Mais je dis, explique ton œuvre, là. Ben, tu dis, hey, bon, c'est facile, là, un oiseau, ça pèse rien, puis regarde, c'est beau. Écoute, le troisième jour, il m'a amené ceci comme photo. Vous voyez comment, écoute, il y a 9 ans, là, ou 8 ans, il m'arrive, il a pris une photo de la pluie qui tombe dans une vitre. Oh, comment c'est un peu plus subtil, la tension, là? J'ai dit, mais c'est quoi ta tension, là? Ben, écoute, là, il ne savait pas, moi non plus, là, vraiment. Il dit, ben, écoute, s'il n'y avait pas eu la pluie, je ne l'aurais pas photographié, la vitre. Wow. Il a tout compris, là. S'il veut écrire, vas-y, là. Oui, alors, de dégager une tension dans une œuvre, c'est ça, apprendre à lire une œuvre, pas chercher les filons de style, quoi que ce soit, etc., etc. Alors, on peut faire une thèse de doctorat, on peut faire une nouvelle, pourvu qu'on ait l'expérience de quelque chose. Thoreau dirait un offside, bouger. Bon. Alors, ça, c'est véritablement la méthode. Pessoa a bien résumé cela dans le bureau de tabac et dit il y a la double loyauté, déjà dans le titre, on va voir, il dit le bureau de tabac en face est réel au dehors, mais je dois être loyal à cette vérité. Le bureau de tabac, il existe dehors. Mais je dois être loyal aussi au fait que j'ai le sentiment qu'il était réel, vérité à l'intérieur. Double loyauté. Il y a la vérité objective, la réalité à laquelle tu as accès par les sens, et tu as aussi une autre vérité qui fait que c'est réel et en même temps, ça a quelque chose d'un peu irréel. Et là aussi, il y a des tartes à la crème dans la littérature sur le réel et l'irréel. J'ai consacré mon doctorat, donc c'est intéressant. Et là, ceux qui ont suivi mes cours, ils la connaissent par cœur. C'est que aussi, pour nettoyer la table, ce qui empêche d'écrire, c'est des idées reçues sur la littérature. C'est jamais objectif. Alors, c'est l'anecdote, c'est Kafka. Il est avec son ami Max Brod dans une salle d'exposition à l'époque de l'expressionnisme, les maisons de vol et tout, vous pouvez imaginer chaque etc. Puis là, ben, Kafka, il s'ennuie un peu, tu sais. Puis, mais il est très poli, il dit pas. Et Max Brod se rend compte, il dit, ça t'intéresse pas vraiment, hein, ce qu'on fait, là. Mais non, c'est très bien, mais c'est parce que moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est pas que les maisons volent, c'est qu'elles ne volent pas. Autrement dit, la perception simple, même la première loyauté au bureau d'en face, si tu restes dedans, que le bureau est là, très, très tôt, ça va t'apparaître assez extraordinaire. Ça va t'apparaître, comme dit Bobin, un enfant devant l'éclosion d'un pissenlit, c'est la féerie à l'état absolu. Okay? Donc, c'est important de voir que l'attention, elle existe à peu près dans tout, pourvu qu'on reste un certain temps dans l'expérience, soit sensorielle ou du sens de sentiment que c'est pas vrai. On a tous ces choses. Quand je disais tout à l'heure, alors ces expériences, je ne sais pas si c'est une autre question, on va Ah non, mais le troisième point aussi, comme pour le roman, une autre idée. Il y avait sur Facebook cette semaine, il y avait un débat, une romancière qui est très bien, qui dit ben, quand on fait un roman, c'était intéressant l'idée, il faut se raconter sans se livrer. Moi, je dis ça, je me dis, hey, mais là, Rousseau vient de se retourner dans sa tombe. Là. OK, mais c'est quoi la distinction? Parce que, comme je disais tout à l'heure, chaque fois qu'on veut définir c'est quoi la poésie, c'est quoi le roman, on est dans des questions académiques qui n'intéressent pas foncièrement un écrivain et qui vont juste retarder l'accès à ce qu'est
la véritable expérience littéraire. Donc, Philippe Forêt, ou Forêt, je ne sais pas comment on dit, il a écrit des livres merveilleux. Il a écrit un petit livre sur le roman, puis il dit, le roman, il fait trois choses. Il le représente, il raconte une intrigue, un personnage, les scènes, il représente, il montre la réalité concrète, il décrit le monde. Et la troisième fonction, le troisième acte de conscience, autrement dit, il chemine. Tu as représenté ce qui est représentable, tu as montré ce qui est montrable, la réalité concrète, et après commence le cheminement, c'est-à-dire tout ce qui déborde ce que tu as montré et ce que tu as décrit, ce qu'il appelle l'impossible. Lui, il appelle ça la part maudite. C'est drôle, hein? Alors lui, il appelle ça la part maudite de la pensée parce que c'est l'impossible, ça t'échappe tout le temps. Alors que cette part maudite, la même chose, ce que tu ne peux pas dire, le réel qui se cache derrière le réel, l'invisible, dirait l'autre, ou l'autre monde, ou quoi que ce soit, c'est au contraire ce qui est porteur de joie pour Bobin, pour Rilke et tout. Pour Rilke, par exemple, la joie, le bonheur, c'est justement de passer de ce monde à ce qu'il appelle l'ouvert. Oui, encore là, l'un appelle ça la part maudite, l'autre appelle ça, c'est le cœur de la joie. Écoute, donc, j'ai fini. Je pense qu'on ça a l'air scolaire, je m'excuse, mais pas qu'on est. Hein? OK. Je suis certaine que vous allez tous vous reconnaître dans la prochaine question, en tout cas moi, oui. Une question sur la motivation des étudiants. Alors, comment peut-on convaincre un étudiant qu'il soit réticent, soit indifférent, soit anxieux, soit pudique, soit tout simplement paresseux, de véritablement jouer, se plonger dans le jeu de la création littéraire? Ben, c'est. Je ne sais pas par quoi je commencerai, mais je commence toujours par une citation. Comme c'est toujours, ben, le meilleur de mes livres, c'est mes citations. Alors, Virginia Woolf, vraiment, elle dit ceci dans, je pense que c'est dans La promenade au fond ou dans Instant de vie. Elle dit, quand on y pense bien, dans une journée, il y a à peu près, elle ne met pas un pourcentage, mais il y a beaucoup plus de non-être que d'être. Autrement dit, dans une journée, il y a combien d'instants où on est conscient qu'on existe? Et même qu'on est conscient de ce qu'on est en train de faire? Presque jamais. Pour cela, pour que l'être apparaisse ou pour que la vie se révèle à nous, il faut en quelque sorte s'arrêter. C'est la définition de la pensée d'Hannah Arendt, la capacité d'arrêter ce qu'on est en train de faire, pour isoler des moments, même ordinaires, insignifiants. Tu arrêtes de parler, j'arrête d'être en représentation et je vois le truc du métro. Il n'y a pas de révélation là. Mais si je multiplie ce qu'elle appelle des instants de vie, qui sont des instants où je prends conscience que j'existe, que quelque chose existe plutôt que rien, si je multiplie ces moments of being, eh bien, ça va, en quelque sorte, me mettre sur la piste d'une forme, peut-être pas d'un sens à la vie, mais ça va te donner, comme elle dit, l'immense plaisir de ramasser tous les moments disjoints. Bon, dans une journée, et c'est encore plus vrai dans une vie. Ça fait, mettons, 20 ans, 25 ans que tu vis, tu as eu plein de choses, tu as eu toutes les grandes expériences dont la littérature est faite. Dire, regarde, tu as eu faim, tu as eu froid, tu as connu l'amour, tu as eu la peur, tu as peut-être connu l'amour par la vie, etc. Et puis là, tu arrives, puis tu te dis, mais c'est quoi là? Ce que j'ai fait? Oui, oui, j'ai fait ceci. Mais foncièrement, ça. Et tu ramasses des moments disjoints comme ça, et ça donne une forme, en quelque sorte. Et Virginia Woolf a dit, c'est l'immense plaisir de rassembler tous ces morceaux disjoints. Et qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne l'impression que ta vie, c'est une œuvre. Et si tu as bien fait ton travail, dit-elle, de faire le lien entre le tabac d'en face, entre l'oiseau qui est sur la branche, entre moi qui suis triste parce que mon chat est mort et tout, etc. Si je fais bien ce travail, je vais peu à peu prendre conscience que tout ce qui existe est une œuvre. Là, tu dis, ah oui, mais ça, c'est les littéraires. Non, non. Même si tu n'écris pas, si tu fais ces actes de conscience, tu te rends compte que tout est relié. Toutes les parties de l'univers sont reliées et l'univers lui-même est relié peut-être à un ou à, on ne sait pas, on paraît-il qu'il y en a plusieurs. Là, moi, j'étais bon avec deux univers, là, le visible. Mais là, quand on me dit qu'il y a peut-être des milliers d'univers, là, c'est trop pour moi. Là, je reviens au tabac d'en face. C'est trop. Donc,
Si quelqu'un dit la littérature, qu'est-ce que ça donne, puis c'est ben, d'abord, tu peux répondre de façon très empirique. Fais l'expérience, pas un jeu. Fais vraiment l'expérience. Tu vas parler d'un jeu, on viendra là-dessus. Et c'est vrai à un certain niveau que c'est un jeu. Mais foncièrement, prends au sérieux de décrire un moment de ta vie qui est important. Moi, le premier exercice dans tous mes ateliers de création littéraire, tu n'as pas besoin d'avoir lu Freud pour justifier cela, raconte un souvenir d'enfance. Hein? Tout est joué à 4 ans, a dit l'autre. Et là, une fois, j'ai donné un cours à Avignon. Les autres ne connaissent pas ça. C'était à l'époque où je suis allé. Là. Et les autres, ils étaient affamés. Ils n'avaient pas le droit d'écrire parce qu'ils vivent dans une bibliothèque de génie. Là, fait que quelqu'un me l'a dit, non, on ne peut pas écrire. Nous, ici, il y a Racine, il y a tout le monde. Moi, je dis, oui, c'est vrai qu'au Québec, on n'est pas trop encombré, là, mais c'est. Mais alors, là, ils se sont mis à écrire. J'étais là 3 jours, je ne peux pas. 3 exercices, mais le premier, un souvenir d'enfant. Et là, j'avais 25 étudiants. Ouh là 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 là. Je dis que si j'avais été psy, ce qui était ma première vocation, j'en aurais eu pour 15 ans, là. Parce que là, ils avaient tous un os à gruger, là. Ils ont tous eu une expérience du trop beau, trop dur, difficile, etc. Habituellement, c'est des expériences. C'est presque la moitié. Hein. On pense toujours que ce qui nous fait écrire, c'est le malheur, avec raison, parce que c'est plus facile. C'est plus facile d'écrire une vitre cassée que des gouttes de pluie sur la vitre. Là. Ça, c'est très, très évident. Hein. C'est parce que un a le statut d'un événement. On ne suspecte jamais le malheur. C'est drôle, hein? Mais on suspecte toujours la joie. La joie, ça n'existe pas. Ça doit être une fuite. Mais non, pourquoi le malheur serait vrai puis la joie ne serait pas vraie? Ben, alors, foncièrement, j'ai ouvert une parenthèse, je vais m'y perdre. Qu'est-ce que je disais? Oui. Bien là, il faut faire tout simplement l'expérience. Si on fait une expérience sérieuse, là, pendant une page ou 2 de décrit et tout, il va se passer quelque chose. C'est très, très évident. Tu vas connecter un tout petit peu avec toi. Tu vas dire, hey, j'ai vécu ça, moi. Pour... C'est comme toute chose. Si tu ne l'as pas fait, c'est très, très difficile de te dire, de te convaincre de ce que tu peux éprouver. C'est comme faire de la culture physique, n'importe quoi. Il faut que tu le fasses. Mais moi, j'insiste, c'est drôle parce que, en tout cas, chacun a sa méthode. J'ai même écrit ça aussi, que je défends le jeu. Tu sais, je suis un lecteur de Saint-Denis Garneau, L'Enfant des cubes et tout. Je trouve que rendu à 16-17 ans, le jeu, pour qu'il soit au niveau de l'Homo Ludens de Saint-Denis Garneau, là, et il faudrait plutôt que ça vienne plus tard. Là. Il faudrait prendre les choses au sérieux. Il me semble qu'à 17 ans, ça commence à être le temps de te dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, c'est quoi la portée de mes actes, c'est quoi mon problème, pourquoi est-ce que je suis comme ça et tout. Tu sais, si tu ne le fais pas là, je ne pense pas que tu vas le faire beaucoup plus tard, à moins qu'il y ait des événements qui t'obligent à le faire. Ça arrive aussi. Là. Ça, on peut en parler aussi, mais ce sera pour l'évaluation. Donc, d'autres questions. OK. Donc, foncièrement, si quelqu'un dit ça ne donne rien, et aussi, ben, c'est un expert. Je reviens encore à mon petit-fils. Il a 9 ans, 10 ans, bon, ben, ses parents sont écrivains, son grand-père est écrivain, fait que de 2 choses l'une. Il va devenir écrivain, il ne vous jamais en entendre parler, c'est un classique. Mais là, ça ne l'intéresse pas beaucoup, mais en creusant un peu, c'est pas parce qu'il déteste son grand-père, il l'adore. Mais, mais c'est parce qu'il n'a jamais lu un bon livre. J'ai dit, d'abord, il ne savait même pas c'était quoi une grammaire. Il a son sac à dos, il sort de sortir un sac à dos d'ado, c'est quelque chose. Là, il y a tout, mais il y a pas c'est quoi ça, une grammaire? Lui, il y a des feuilles brochées, il y a des feuilles volantes, mais il y a un livre, une grammaire, il a fallu que j'explique c'était quoi. Il n'avait jamais vu ça. Il faisait la grammaire en feuilles détachées, c'est une autre époque. Et puis, là, je ne dirais pas qu'est-ce qu'il lisait, mais je dis, qu'est-ce qu'il vous donne des trucs à lire, même au primaire? Il dit, oui, oui, mais je ne connaissais rien de ce qu'il lisait, puis c'était pas. Fait que là, je dis, écoute bien, on va faire un truc, là. Je te donne un livre, puis tu vas faire l'effort de le lire. Là. Il n'est pas gros, il est à 115 pages. C'était le grand cahier. Une semaine après, il m'appelle, il dit, hey, c'est bon ça. Il l'a lu. Puis j'ai dit, c'est quoi? Il y a une suite. Il l'a lu. Et là, c'est ma théorie, c'est comme si tu donnes au monde du junk ou du divertissement, ils ne seront jamais intéressés
non seulement à écrire, mais à lire pour vrai. Parce que c'est une véritable expérience, c'est une rencontre, un vrai livre. C'est une rencontre avec toi-même à travers l'expérience de l'autre et tout. Donc, je ne connais pas beaucoup de monde dans un atelier de création qui a abandonné s'il a fait l'expérience pendant 2, 3 textes sérieusement. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ça te parle de toi, foncièrement. C'est pour ça que je ne sors pas mon pistolet, mais je m'emporte un peu. Chaque fois qu'on dénonce le moi en littérature, comme dit Peter Handke, attention, le moi, là, te dis attention, parce que s'il n'est pas là, il n'y a pas grand-chose. Hein, excuse. Fait que tout passe par le moi. Le moi, c'est une vibration de l'univers et tout. Donc, je dis, si tu veux te connaître un peu ou prendre des trucs et aussi avoir un plaisir, parce qu'il y a un plaisir aussi. Il n'y avait rien sur la page, puis ça ne venait pas, puis tout à coup, ça commence. Tu sais, c'est comme la création, c'est ça. Hein. Il n'y avait rien, ça flottait, puis tu ramasses ça, puis tu fais des liens, puis bon. Ben, puis si tu aimes ça vraiment, ben, tu fais ça toute ta vie. Ma prochaine question, c'est sur le travail de l'écriture. Alors, comment est-ce qu'on peut faire avec des étudiants pour dépasser le premier jet, puis pour approfondir sa voix, approfondir une langue, approfondir sa sensibilité, la complexité de la littérature, la connaissance de soi, la connaissance du monde. Ouais. Comment dépasser le premier jet? Parce que souvent, les étudiants peuvent avoir l'impression que voilà, c'est terminé, le point final a été mis et on a accompli le travail. Ben, le premier jet est très important. Et il ne faut surtout pas, comment dire, être trop, trop dur avec soi-même dans le premier jet. Parce que le premier jet, c'est comme une sorte, on ne sait pas nécessairement où on s'en va, on est appelé par quelque chose. Quand on se met à écrire, ça peut aider, même pour faire des travaux ordinaires. Moi, quand j'étais à l'école, puis surtout, il y avait des travaux à faire que je n'aimais pas, mettons en mathématiques ou quoi que ce soit, j'avais comme cette image mentale. Lundi matin, il est fait, puisque je le remets au prof, puisque je suis un bon élève. C'est sûr que je vais l'avoir fait, il fallait dire encore, le travail que j'aime pas, puisque je me vois lundi matin remettre ma copie. Et ça m'a toujours habité et ça m'a soutenu parce que tu dis, bon, oui, tu n'aimes pas ça le faire, mais tu sais que tu vas le faire. Et de savoir qu'il est presque déjà fait, ça t'aide à le faire. Et en création, j'ai tout le temps pensé, et c'est vrai par expérience, surtout quand on a un certain âge, quand on se met à écrire un livre, même si on ne sait pas qu'est-ce qu'on va écrire, c'est qu'il est déjà écrit. On ne fait que le traduire. Donc, le premier jet, il nous met sur la piste du livre qu'on va écrire et qui, d'une certaine façon, nous attend et est déjà écrit. Autrement dit, le premier jet nous met sur la piste de cette tension fondamentale dont va procéder le livre. Donc, il ne faut pas le bloquer, il ne faut pas... Moi, j'étais très maniaque quand je commençais à écrire, plus jeune, moins maintenant. Il fallait que chaque phrase soit parfaite avant de passer à la phrase suivante. Ça, écoute, ça peut marcher, là, mais tu te tires dans le pied à chaque phrase. Tu te dis, non, elle n'aime pas la phrase. Je m'en la retravailler. Mais ça prend du temps avant de trouver où est-ce que les phrases t'amènent. C'est pour ça que maintenant, je suis beaucoup plus. Ma fille m'avait dit un jour après au troisième roman, parce que là, le style en avait pris un coup, j'écrivais. Elle dit, je ne sais pas comment dire ça. Elle aimait beaucoup mes 2 livres parce que c'était vraiment extraordinaire. Un feu d'artifice, c'est tout. Puis là, elle me dit, je ne sais pas comment dire ça, là, Yvon, mais il me semble que tu écris mal maintenant. Et là, j'étais content. Parce que, je vous dirai pourquoi j'étais content plus tard. Mais foncièrement, donc, si on veut être parfait à chaque phrase, on va perdre le mouvement. Donc, le premier jet, il faut s'y abandonner un peu. Il y aura des déchets, il y aura des trucs. Et là arrive la deuxième étape, la deuxième version ou la troisième version. Il n'y a pas de. Et j'insiste là-dessus. Pour retravailler le premier jet, il ne faut surtout pas appliquer des recettes ou des trucs. C'est pour ça que je ne donne jamais d'exercice stylistique dans les ateliers de création littéraire. La règle, c'est tout est bon qui va me rapprocher de l'os que je suis en train de gruger. Tout est bon qui va faire ressortir la vérité de cette expérience paradoxale entre des vérités contraires. Okay? C'est la seule chose. Et recours au fantastique, je m'en fous. Fais du réel. À la première personne ou 3 personnes, on s'en sac. La seule chose, dit Virginia Woolf, encore elle, la seule faute, c'est d'éviter le faux semblant et l'insincérité.
c'est pas très, très loin des 3 péchés capitaux que j'enseignais, pas que j'enseignais, malheureux, que je signalais aux élèves, c'est dans Garner. Il y a 3 fautes capitales, 3 péchés capitaux pour un écrivain. Il y en a trop. Et vous allez, chaque fois que je les énumérais, je bloquais sur le 3e. Vous savez pourquoi, évidemment. La première, c'est la sentimentalité, c'est-à-dire un effet sans cause. Hein? Il y avait la revue Croc autrefois qui faisait des caricatures de ce qui se passait, puis il disait Ingmar Bergman, résumé du film d'Ingmar Bergman, c'est l'exemple que je donnais aux étudiants. Un homme casse son lacet de chaussure et remet sa vie en question. Sentimentalité. La cause n'est pas suffisante pour l'effet que tu veux produire. Le contraire, c'est la frigidité. Tu tues quelqu'un, puis tu dis, vas-tu prendre un Big Mac ou quoi que ce soit? Ce n'est pas l'exemple que donne Garner. Garner dit la frigidité, c'est quand l'auteur est plus intelligent que ses personnages. Là, il y a plein d'exemples qui me viennent en tête, mais je ne les nommerai pas parce que peut-être que vous les aimez. Et on a le droit d'aimer des mauvais auteurs. Ça fait partie de la formation. Okay? En tout cas, de ce que moi, je pense des mauvais auteurs. Donc, la frigidité, c'est-à-dire, c'est un effet, une cause incroyable, puis pas d'effet. Une montagne qui accouche d'une souris. Et le troisième, il fallait que j'y pense parce que c'était mon problème, le maniérisme. Le maniérisme, c'est, au fond, tu attires plus l'attention sur la façon dont tu écris que sur ce que tu écris. Hein, c'est le fameux proverbe zen. Si je monte la lune avec mon doigt, ne regarde pas mon doigt, regarde la lune. Donc, pour le dire carrément et un peu brutalement, mais il faut bien commencer quelque part, puis moi j'ai commencé là, je peux dire que je me regardais écrire, c'est-à-dire que il fallait que chaque phrase en mette plein de la vue et tout, etc. Bon, quand j'ai commencé à mal écrire, ça s'était tombé et ma fille a ressenti ça comme un deuil. Son père venait d'atterrir sur le plancher des vaches, n'est-ce pas? Alors, et moi, j'étais très content. Et vous savez pourquoi? Parce que tantôt, je vous disais, la littérature, ça a à voir avec des expériences communes. C'est rien d'extraordinaire. C'est des expériences que tout le monde a fait. Alors, j'étais très content parce que après mes 2 premiers romans, je pense un des textes dont je me souviens, c'est j'avais décrit vraiment en 10-12 pages la mort de mon père. Et là, tous mes amis dans la chambre de hockey, parce que je jouais au hockey le jeudi matin, tous des artistes, des trucs, des cinéastes et tout, ils ne me parlaient jamais de mes autres livres avant. Mais là, ils avaient lu La mort de mon père. Et là, tout le monde m'a dit Hey, Yvon, là, ce que tu as écrit, j'aurais pu l'écrire. Personne avant aurait pu dire ce que tu as écrit là, dans tes 2 romans. J'aurais pu. No way. Il y a juste moi qui pouvais écrire ça. Mais là, tout le monde m'a dit j'aurais pu l'écrire. Là, c'était le plus beau compliment. Ça veut dire qu'au fond, maintenant, ça va être le dernier point, je venais de passer à véritablement l'expérience littéraire qui est de décrire des expériences communes à tout être. Voilà. On est rendu au dernier point, mais on a écoulé rendu. notre temps de dialogue. Alors, ma dernière question, vous l'imaginez, elle portait sur la correction et l'évaluation. J'ai envie d'ouvrir tout de suite l'espace de questions à la salle. J'imagine que quelqu'un va poser des questions sur la correction. Sinon, si ce n'est pas ce qui vous tombe prioritaire. On y est, ta dernière question. C'est ça. Ben, est-ce que tu veux prendre 2 minutes pour 2 minutes, ben oui, parce que la rapidement, la grande question aussi, quand j'ai commencé à donner des cours de création, j'avais des collègues très savants qui disaient Hey, on ne peut pas enseigner la création littéraire. Puis d'abord, comment tu fais pour corriger? Hey, camarade, je lis des grands textes depuis 30 ans. Je sais c'est quoi un bon texte? Alors, je suis plus capable de lire un texte d'un étudiant, là. Je peux lire Goethe, bordel. Non, mais écoutez, tout ce que les profs de création ont dû surmonter comme résistance de la part des gens qui faisaient des études littéraires, y compris de leurs collègues les plus savants, vous n'avez pas idée, là. Tu sais, donc, on transporte ça aussi. Oui, mais monsieur, vous me corrigez là, mais ça, c'est votre point de vue. Non, ce n'est pas mon point de vue. C'est la grammaire universelle de la fiction réussie. Mais non, mais c'est vrai. Attention, je ne corrige pas comme ça à partir de. Il y a 3 choses pour combattre cela. D'abord, il faut que tu donnes des modèles diversifiés de grandes œuvres à imiter. Moi, je donnais comme modèle des gens très opposés. Peter Handke, Virginia Woolf et Ray Bradbury, juste comme exemple. Un prof de création n'est pas là pour se cloner, ça c'est certain. Donc, on ne peut pas l'accuser. Si tu as donné comme modèle des modèles très, très différents, on ne peut pas t'accuser de ça.
Deuxièmement, il faut très, très tôt que tu expliques et que tu le mettes surtout en pratique comment tu corriges, comment tu lis. La première chose que je faisais, qu'on fait tous instinctivement, quand on corrige un texte, ce n'est pas d'aller voir ce qui ne marche pas, c'est d'aller trouver ce que j'appelle le germe d'une œuvre et même parfois d'une grande œuvre. C'est quoi l'os? C'est quoi l'émotion? C'est quoi le conflit? C'est quoi la tension avec laquelle ce texte... Et quand tu as trouvé cela, ce que j'appelle le germe, le centre dont va jaillir l'œuvre, là, tu peux corriger. Tout ce qui te rapproche de ce centre-là est bon, tout ce qui t'en éloigne est mauvais. Ce n'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a trop d'adverbes ou quoi que ce soit. Une fois, moi, je suis allergique aux adverbes, puis je détestais. Je disais, j'ai abandonné ça très tôt. Écoutez, on écrit sujet, verbe, complément, c'est pas vrai, là. Puis les adverbes, là, le moins possible. Là, quelqu'un m'arrive un jour en classe, parce qu'à l'université, il y a des gens qui ont lu, puis des fois, ils sont pas mal plus savants que toi. Monsieur Albert Cohen, avez-vous déjà lu Albert Cohen? Fait que là, il me sort une page. Il y a 15 adverbes à la phrase. Tu sais. C'est belle pas belle du Seigneur? Belle du Seigneur. Eh oui, c'est Albert Cohen. Il fait une grande œuvre malgré ses défauts. C'est quand, Non, non, mais c'est pour ça qu'au tableau, j'écrivais tout le temps pour déjouer cette idée-là. Je dis, écoutez, là, au tableau, la première règle, tout ce qui marche est bon. OK? C'est pas compliqué. Et la chose la plus importante, et on y revient, et ça, c'est capital, c'est que très tôt, si on fait bien notre travail, en lisant des textes, en faisant écrire des textes à la fois très personnels, mais qui obéissent à cette tension fondamentale, on inculque à l'élève cette idée capitale qu'une œuvre, foncièrement, c'est impersonnel. Que vous ayez raconté votre histoire la plus intime, la plus personnelle, ou que vous ayez raconté l'histoire de quelqu'un, ou que vous ayez emprunté vos sujets à l'histoire, comme Marguerite Yourcenar et tout, si vous faites bien votre travail, vous allez aboutir à quelque chose d'impersonnel. D'où cette merveilleuse définition. On devrait toujours tendre vers cela. On ne le dit pas, mais on veut tous devenir un classique. Or, qu'est-ce qu'un classique, dit Maurice Blanchot? Un classique, c'est un livre qui donne l'impression de n'avoir été écrit par personne. Et quand on met la barre à ce niveau-là, l'étudiant ne se sent pas blessé quand tu y biffes un épithète. Il ne se dit pas, vous attaquez mon âme, monsieur, et tout, parce qu'on sent ça aussi. Tu sais, je vais vous donner juste un dernier exemple. Parce que quand on écrit, il y a une distance déjà qui se crée. Ma mère, elle ne comprenait pas que son fils, un peu comme Maman Plouffe, mon fils qui souffre tant, elle lit mes livres, elle ne comprend pas comment j'ai pu passer tant de temps dans la souffrance. C'est rare d'écrire un livre dans lequel il n'y en a pas. Mais là, je ne peux pas lui expliquer que, maman, quand tu l'écris, tu écris ton histoire un peu comme si c'était celle de quelqu'un d'autre. Alors, un jour, je reçois un texte, comme ça nous arrive tous dans les ateliers de création, c'est un viol, c'est un deuil, c'est élevé, là. Et toi, là, j'avais renoncé à faire la psychanalyse. Là, moi, à 18 ans, j'avais renoncé à ça. Donc, je n'en faisais pas dans mes cours. Mais je disais, ce paragraphe-là est trop long. La virgule est mal placée. La personne qui est en train de raconter une épreuve comme un viol, là, dans un premier temps, tu lui dis ton paragraphe est trop long, elle ne le prend pas, là. Elle ne le prend pas, puis elle part. Elle revient. Elle revient parce qu'elle comprend que si elle veut bien rendre compte de cette épreuve, il faut qu'il y ait ce minimum de distance et qu'il va mettre en forme, qu'il va trouver le mot juste, la ponctuation juste, le rythme juste qui va la faire passer par tous les sentiments rattachés à l'épreuve qu'elle a racontée. Donc, c'est un travail, c'est un drôle de travail qui part de ce qu'il y a de plus intime, mais qui aboutit à quelque chose d'impersonnel.